fais effectivement partie de l'école de la manipulation bienveillante du lecteur, mais quand même une sorte de manipulation qui est de le prendre par la main et lui faire découvrir des réalités sans que ça soit des leçons, des cours, que ça glisse justement. Et c'est en ça pour moi que la littérature et les romans sont la forme, quelque part, sont aussi une forme ultime de la manière de raconter une histoire. Moi, je viens de Flaubert, de l'éducation sentimentale, et quand je lis ces livres, pour moi, je fais de l'histoire aussi, je ne suis pas que dans des romans. Donc, le premier travail, c'est pour moi de lui dire « Ah mais attention, là tu crois que c'est évident, tu crois qu'on maîtrise ces sujets, parce que pour toi c'est ta vie, c'est aussi ton parcours, et puis c'est aussi, tu pars de nombreux mois de recherche, tu es dedans. Et donc moi je suis un peu comme si toi tu étais dans le peloton, moi je suis dans la voiture balai, et je te dis « Oh, ne nous oublie pas ». Et c'est en fait une manière de, alors c'est pas très poétique, mais c'est ça, c'est de contextualiser le récit. Dans quoi l'événement qui t'intéresse, dans quoi il s'inscrit. Et une fois qu'on a en général ce cadre, après l'histoire elle déroule et enfin je sais que c'est là que ça se joue en général et c'est toujours le cas. En gros, il me dit, l'éditeur me dit, c'est incompréhensible. Voilà. C'est incompréhensible. Bon. Là commence en fait le travail le plus difficile et le plus pénible. Parce que pour moi, c'est une histoire qui coule. Et je pense, enfin, ça me met tout à fait en sécurité de te la soumettre et que tu me dises c'est pas compréhensible. Parce que je te fais totalement confiance là-dessus. Donc je prends ça au sérieux et donc il faut que je recommence. Et là, c'est un travail vraiment lourd, très lourd, parce que le vrai problème, c'est qu'il faut expliciter toute une série d'éléments qui arrivent dans l'histoire. Là, c'était beaucoup des éléments politiques, comme même des choses aussi évidentes pour moi que l'OAS. Bon, ben, l'OAS, c'est pas absolument évident pour tout le monde. Beaucoup de gens qui ont 25 ans aujourd'hui, quoi. Donc il faut arriver à expliciter tout ça sans jamais l'expliciter. Voilà, sans jamais le dire. Sans jamais faire des trous noirs. Voilà. Vous savez que je suis en train de parler d'une organisation qui s'est créée à tel... Bon, donc là, ça devient vraiment difficile parce qu'il faut... Et donc je reprends le roman et je vais réinventer toute une partie de l'histoire qui n'était pas dans le premier jet, qui est plus, marginale par rapport à l'histoire centrale, et qui va me permettre d'introduire au fur et à mesure ces notions politiques, sociales, très complexes, sur lesquelles je dois inventer, créer des actions qui explicitent les faits politiques sans que ce soit jamais sous forme de manuel. Bon, là c'est compliqué et c'est d'autant plus compliqué que dès qu'on rajoute quelque chose dans un récit qui est déjà structuré, ça veut dire que tout le récit structuré derrière bouge. Donc il faut tout reprendre. Et par exemple dans ce roman-là, j'ai été amenée à inventer en recherchant aussi dans ma documentation, hein, c'est pas purement inventé, mais à remonter, on va dire, à remettre en évidence un certain nombre d'événements dont je parlais pas du tout avant, avec un personnage qui était l'amant du commissaire, qui avait un rôle absolument secondaire dans le premier jet, et qu'il a fallu remonter. Si on le remonte, ça veut dire que ses rapports avec Daquin changent. Et ça veut dire qu'il faut changer aussi Daquin pendant tout le roman. Bon, là, c'est un travail vraiment très difficile et en même temps beaucoup moins excitant que l'écriture du premier jet. Oui, c'est un travail de mécanique, de bricolage, de reconstruction, etc. Il n'y a pas de découverte. Si je peux intervenir, il n'y a pas de découverte, mais en même temps, le point de départ est
effectivement, on pourrait dire technique, entre guillemets, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que l'histoire soit racontée le mieux possible et accessible au plus grand nombre. Mais en même temps, comme tu disais, ça t'oblige à faire remonter des personnages, à changer des bouts d'intrigue pour que, évidemment, tout est chamboulé. Et donc apparaissent aussi des personnages qui n'avaient pas la même ampleur purement narrative dans la première version. Donc c'est à la fois un travail technique d'intrigue, mais c'est aussi l'occasion de faire émerger des personnages d'un point de vue purement littéraire, là aussi. C'est à partir de là qu'il y a une vraie aussi coloration pour moi. C'est-à-dire, je sais déjà que quand arrivera la version 2, les enjeux des personnages sont beaucoup plus clairs car ils sont intégrés dans une intrigue générale et moins, entre guillemets, flottants. Pour moi, la première version, c'est un peu, comment dire, c'est la préparation dans la grande bouffe, c'est l'arrivée, et on déballe tout sur la table. Oh là là, ben, tout ce qu'il y a, on va se faire un festin. Bon, bah après, on rentre en cuisine et on commence à. Mais on sait déjà tout ce qu'on a. tout est là. Et c'est des manières d'appuyer, de donner des couleurs. Et pour moi, la deuxième version est toujours, parce qu'en même temps, comme je disais, j'aime aussi que les auteurs prennent le temps de retravailler. C'est-à-dire quand on fait une version 1, si la V2 arrive dans le mois qui suit, je suis toujours un peu inquiet. Et donc, en général, on prend le temps de bien travailler. Et quand je relis la V2, en général, je redécouvre le livre. C'est-à-dire que j'oublie complètement ce que c'était. J'oublie complètement que je t'avais dit de faire ci, de faire ça. C'est juste ce que je vois, c'est que je m'aperçois que je ne me pose pas de questions. Parce que moi, mon travail d'éditeur, en fait, c'est, ça me renvoie à mes sensations de lecteur quand j'étais gamin. C'est que pour moi, un bon livre, qui soit bien stylistique, littéraire, factuel, tout ce qu'on veut, c'est que de toute façon, c'est comme un fil de funambule. On prend le livre, on commence à lire et on ne se pose pas de questions. Il y a, le cerveau débranche et on est dans le récit. Donc si on commence à se poser des questions, alors pas parce que est-ce que machin va m'appeler, qu'est-ce que je fais ce soir, mais si le récit provoque en lui-même des questions, bon à part si on est dans des trucs métaphysiques, autre chose, hein, mais dans ce type de récit-là, si on se pose des questions et que la lecture tout d'un coup est parasitée par une petite voix qui dit oui mais pourquoi, mais hein, et ben c'est qu'on a raté à mon avis un truc. Donc je fais en sorte que je souligne, moi je fais des traits dans les marges, en général, quand je fais un trait dans une marge, c'est jusqu'à ce moment-là, tout d'un coup il y a une petite voix qui a commencé à s'élever dans ma tête, alors que là ça faisait 30 pages que je lisais ça comme dans du beurre, comme on dit. Et c'est très très agréable, c'est de voir que la première version, et pour moi, ce qui est très très drôle à lire, elle à écrire c'est la partie plaisante parce qu'on constitue. Moi à lire c'est la partie entre guillemets la plus pénible parce que je suis un peu obsessionnel. Donc dès que je vois qu'il y a une idée et comme elle le dit très bien, s'il y a une erreur, pas une erreur mais une maladresse qui se colle dans les 10 premières pages, c'est comme s'il y avait une brèche et cette brèche va se grossir tout au long du récit. Et donc moi j'arrête pas de souligner dans les marges alors que c'est toujours la même idée. Donc je me répète à l'infini, mais en me répétant à l'infini mes remarques, et ben en fait, le discours après que je te présente est aussi beaucoup plus armé. Parce que je pense qu'un éditeur ne peut pas dire à un auteur là ça va pas et ne pas proposer des choses. Alors proposer des choses après, Dominique, en général tu dis moi j'en prends 60% et puis je laisse le reste. Et ce qui me va très bien, c'est-à-dire que l'idée c'est juste de proposer plein de choses, mais de se dire là on voit bien qu'il y a quelque chose qui ripe, qui accroche un petit peu. Et c'est vraiment, pour reprendre des Bretons et tout ça, c'est des vases communicants. Quand on est dans cette phase de la V1 et de la V2, on s'envoie le ping-pong, et je vois très bien de temps en temps que je dis des choses, et je vois dans ses yeux, genre, ah, c'est pas con, et puis parfois je dis des choses, et là, bon allez, c'est pas celle-là. Mais je fais pas partie de l'école des éditeurs où après on laisse l'auteur totalement seul. J'aime bien qu'on, voilà. Mais ça, pour la rédaction, pour l'auteur, ce type de rapport donne beaucoup de sécurité. C'est-à-dire que, et libère l'imagination dans une certaine mesure. C'est-à-dire que quand je travaille avec toi, quand j'écris ma première version, je ne me pose pas de questions du tout. Je me décharge des questions sur toi. Oui. C'est-à-dire que j'écris, voilà, je n'ai pas d'esprit critique sur ce que je suis en train. C'est une phase purement imaginaire, inventive, créatrice. Je ne me pose pas du tout de questions. Je sais que les questions arriveront. Et elles arriveront, à mon avis, mieux formulées et plus fortes, venant de ta part,
que si moi je faisais de l'auto... Mais c'est ça, sortir Ouais, de ouais, sortir j'ai de pas soi. la distance. Et ça me soulage beaucoup de ne pas avoir à prendre ma distance dans la première phase. Ah mais oui, et je suis... Et de toute façon, alors ça c'est un peu un secret, mais toi tu ne fonctionnes pas comme ça, dans cette phase-là, je suis pour libérer toutes les énergies. Et alors je le répète souvent que j'aime plutôt lire les choses quand elles sont finies, et tout le monde me dit oui, 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 mais j'ai quand même des auteurs qui ne peuvent pas s'empêcher de m'envoyer 10 pages, 20 pages. Et alors, ce que je dis là n'est pas un secret, vu que à la fin j'aurais commencé à le dire, c'est que de toute façon j'ai tendance à dire oui, oui, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on verra après, c'est-à-dire comme cette phase de la pure création, c'est-à-dire le bornage du livre, c'est pas à moi de le faire. Moi, je commence à intervenir quand je vois l'expression d'une volonté de l'auteur, c'est-à-dire je commence là, j'arrive là, j'ai envie de parler de tel sujet, et dans ce cas-là, je peux lui dire, ah, si tu as envie de faire ça, bah dans ce cas-là, peut-être. Mais sinon, dans cette période absolue de flottement, je suis au contraire pour être, faire feu de tout bois, aller à fond, et je ne suis pas du tout... Encore, j'interviens parfois sur la structure d'un récit, mais absolument pas sur les sujets ou les quoi que ce soit. Je suis au contraire, je trouve très rarement, mais je suis verni aussi, hein, je bosse avec des gens super, j'ai rarement entendu des histoires totalement aberrantes. Le sujet, j'y pense pas obligatoirement en termes commercial, ça va marcher ou pas marcher. J'y pense d'abord en intérêt aussi propre à l'auteur. C'est-à-dire qu'il y a des livres, on sait, ah bah ce livre il te va bien. Et quand Marseille 73 est arrivé comme idée, on sortait de Raquette, qui était un thriller économique. Tout le travail de la V1 a été justement Dominique, en bonne adoratrice du polar hardboiled américain, aime bien les livres pétaradants qui commencent sur les chapeaux de roue. Et là, je l'ai un peu obligé, entre guillemets, à présenter un peu ce contexte. Vous verrez en lisant Marseille 73, quand vous commencerez ce livre, vous verrez un peu le parfum qui régnait en France en ce début d'années 70, Giscard, tout ça. Voilà, elle nous plonge et après arrivent ces scènes. Et dans la première version, l'introduction n'était pas aussi importante et moi j'étais un peu perdu. Et j'étais là, mec, dis-nous ce que c'était. Et toi, tu étais dedans, tu les as même vécues ces années-là. Et je dis, bah, pense aux gens qui n'étaient pas là du tout. Et à partir de là, elle a fait tout un travail qui a dû être assez pénible et douloureux parce que j'allais contre son sens esthétique. Et puis, comme elle le disait, c'est toujours dur de contextualiser les choses sans faire du discours. Et elle y est arrivée, vous lirez, y est arrivée de main de maître. Oui, moi j'aime bien commencer les romans par une scène pétaradante. Dans ma construction de roman, il n'y a pas de scène d'introduction et il n'y a pas de scène de conclusion. Introduction, présentation des personnages, tout, non. Ma façon de faire, c'est de me dire, quand je rencontre des gens dans la vie quotidienne, je suis en contact avec eux direct. On ne m'a pas expliqué avant d'où ils venaient, qui ils étaient, quelles études ils avaient fait, rien. J'entre en contact direct et il se passe des choses. Dans le roman, je veux faire la même chose. Et pour les conclusions, conclusion ouverte. Bon, donc, il y a deux règles que j'essaye de suivre, qui viennent de deux personnes différentes, mais la première, c'est la règle qui vient du cinéma, parce que pour moi, je crois que ma façon d'écrire a été très influencée par le cinéma. Moi, j'ai découvert le roman noir à travers le film noir américain. J'ai commencé à voir des films noirs avant de lire des romans noirs. Bon, et je reste très, très marquée par ces films. La première règle, c'est celle de Cécile B. DeMille, je ne sais pas comment on dit, qui dit « Un film, c'est simple. Ça commence par un tremblement de terre et ça va crescendo. » Bon. Donc, on commence par un tremblement de terre et ensuite, on s'efforce d'aller crescendo. Voilà. Ça, c'est la première règle. Et la deuxième, c'est celle de Billy Wilder, que tu connais, parce que je te l'ai déjà dit plus d'une fois. Quand une histoire est finie, elle est finie, pas de prisonnier. Cette fois-ci, c'est la première fois que j'écris un roman où effectivement, je ne commence pas par une scène pétaradante. Je commençais par une scène qui était, à mon avis, une scène très très forte, qui était une scène de la population marseillaise en train d'enterrer un
un traminot qui avait été tué par un Algérien. Bon. Et c'est dans cette scène que les esprits s'échauffaient au point qu'on est parti ensuite tuer les Algériens les uns après les autres dans la rue. Bon. C'est l'événement. Donc cette scène, c'était la scène événement. Mais c'est absolu. Et y renoncer me rend nostalgique, c'est clair. J'aime bien commencer comme ça. Mais de fait, les échanges de la population marseillaise, la façon dont ils se parlaient entre eux, et la façon dont les esprits montaient comme ça, et la façon dont arrivaient les slogans racistes, fascistes, etc., était très très difficile à comprendre. On était là dans une situation trop complexe pour se dire on peut jeter les gens dedans. Si on avait jeté les gens dedans, ils se seraient noyés clairement. Et de fait, je trouve à la lecture maintenant, quand on arrive à cet événement, eh ben, entre guillemets, on a été préparé et il prend... Tout est déjà apparu avant. Toute sa valeur et sa dimension. Et en fait, plus je travaille avec le temps, plus je m'aperçois que tous les éléments d'un roman qu'on va après développer sur 200-300 pages, ces 50 premières pages, en fait, il faut que tout soit là sans qu'on l'explicite. Voilà. Et ça, c'est tout ce travail de l'illusion littéraire, enfin, de faire croire que ça glisse, alors que derrière, on turbine et on travaille pour que la forme soit la plus naturelle, entre guillemets. Alors, un petit truc de fabrication, mais qui était important aussi, pour arriver donc à cette scène, je suis repartie d'un peu plus haut dans le temps, c'est-à-dire que la scène, c'est fin août, j'ai recommencé début août, mais du même coup, il a fallu que je choisisse les faits sur lesquels j'allais m'appuyer. Et là, j'ai panadé pendant un certain temps. J'ai eu du mal à trouver l'articulation. Bon, après, on va voir comment ça se passe dans le livre, mais il me semble que maintenant l'articulation est bonne. Mais j'ai cherché beaucoup parce que des phénomènes de l'OAS, de la fin de l'OAS à Marseille à l'époque, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Susini, qui était le numéro 2 de l'OAS, il est dans le coin. Ortiz, qui a été à un moment le numéro 1 avant Salan, avant les généraux, avant le coup d'État des généraux. Et là aussi, bon, il y en a beaucoup qui sont là. Et là, il y a une telle abondance de faits qu'il faut choisir. C'est pas facile. C'est pas facile. Choisir l'angle qui colle bien. J'ai essayé de travailler sur Susini et j'ai abouti à rien. Bon, donc voilà. Et oui, c'était un gros boulot. Oui, je suis un peu nostalgique des départs pétaradants, mais oui, je pense que c'est mieux comme ça.